Alors, pour ceux qui souhaitent suivre l'interprétation vers le français, vous devez cliquer sur le petit globe ou sur les trois petits points selon la machine que vous avez et appuyer sur Interprétation. Donc, je le disais, bienvenue à cette discussion de groupe. On voit que d'autres personnes nous ont rejoints, donc c'est formidable. Soyez les bienvenus. Je suis Nicolas. Je suis responsable de la Fondation LMC et beaucoup d'entre vous sont des amis proches de la Fondation. Comme vous le savez, notre objectif, c'est de faire connaître la LMC dans le monde, surtout pour les patients. Et comment procédez-vous? Eh bien, essentiellement parce que nous partageons notre expertise sur la LMC partout dans le monde, en ligne et par le biais de séminaires en personne. Alors, continuez à travailler avec nous, à partager nos réunions, à participer à nos essais cliniques, etc. Nous voulons absolument améliorer la prise en charge des patients LMC partout dans le monde. Et particulièrement en Afrique, aujourd'hui, beaucoup d'entre vous ont participé à nos programmes, ont participé aux discussions régionales de l'an dernier. Ça, c'est une partie du travail que nous faisons, partager notre expertise et nos connaissances. Mais parce que notre réseau est si étendu, nous avons également un réseau de chercheurs dans le monde entier. Et nous avons Genomics, nous avons Remission, nous avons également la pédiatrie et nous avons également la recherche sur la LMC et l'hépatite B. Donc, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus à nos programmes. Et je vais maintenant donner la parole à notre animatrice de la journée, Amanda Woolley, qui va vous expliquer le reste du programme. Merci. Merci, Nicolas. C'est formidable de voir autant de personnes se joindre à nous aujourd'hui. C'est vraiment très, très bien. Nous allons couvrir un certain nombre de thèmes, mais deux essentiellement, c'est-à-dire l'anticipation et la gestion des effets secondaires toxiques de l'ITK. Et nous allons également parler des réalités de la prise en charge à long terme avec les effets chroniques de l'ITK. Alors, quelques informations pratiques. Éteignez bien vos micros, à moins que vous ne souhaitiez prendre la parole, et vous ne les allumez que lorsque vous parlez. Il est important également que vous laissiez vos caméras branchées pour que nos orateurs sachent à qui ils s'adressent, qu'ils voient les réactions en ligne, si vous souriez, si vous opinez du chef, si vous n'êtes pas d'accord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main pour que nous puissions comprendre que vous souhaitez demander de prendre la parole. Vous pouvez également utiliser la fonction du chat. Et si vous avez besoin d'aide logistique concernant l'utilisation du Zoom ou autre chose, n'hésitez pas à nous envoyer un message à moi ou à Nicolas par le biais du chat et nous ferons de notre mieux pour vous prêter assistance. Si vous avez des problèmes avec la fonction interprétation, même chose, envoyez-nous un message direct dans le chat. Les interprètes s'appellent Calliope Interpreters et nous en avons deux, Alexandra et Laurence. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter nos orateurs d'aujourd'hui. Nous avons Dr Anima Bene Akwazekuma de l'Université du Ghana et de l'Université de la génétique à Accra au Ghana. Nous avons également notre expert international, le Dr Valentin Garcia Gutiérrez de l'Université de Alcalá à Madrid, en Espagne. Et toutes mes excuses pour la prononciation, dit l'oratrice. Je fais de mon mieux. Ama est consultant hématologiste, consultante et professeure à l'université. C'est une grande amie de notre fondation. Elle figure au comité directeur de la fondation en Afrique. Et c'est un tour de force, me dit-on, dans les discussions, dans les séminaires, lorsque nous avons besoin de quelque chose dans les pays africains. Elle est toujours
présente. Elle est très généreuse de son temps. Valentin est une étoile montante dans le domaine de la LMC. C'est un ami de la Fondation. Il est en train de développer un nouveau module avec les étapes suivantes pour le centre de connaissances. C'est la première fois qu'il participe à nos conversations régionales, mais je suis sûre que ce ne sera pas la dernière. Nous sommes très reconnaissants de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Après avoir entendu les cas de Hama, nous donnerons la parole au docteur Efrem Haile de l'Université de Addis Abeba en Éthiopie. Et pour répondre à ces cas, nous aurons le professeur Gian Antonio Rosti de l'Institut scientifique pour la recherche, l'hospitalisation et les soins de santé de Meldola en Italie. Alors, quelques mots sur nos deux nouveaux orateurs. Gian Antonio est tout nouveau à la Fondation, mais il a été précédé par sa réputation. Nous sommes très heureux de l'avoir parmi nous. On m'a dit que vous étiez prêt à prendre votre retraite, mais les collègues de la Fondation LMC espèrent surtout que ce sera l'occasion pour vous de partager vos connaissances et votre expérience avec nous. Merci d'être là aujourd'hui. Nous sommes également très reconnaissants d'avoir parmi nous le docteur Efrem Haile, qui est très connu en Éthiopie. Ravi de vous accueillir ici pour nos conversations régionales. Vous allez nous expliquer comment vous prenez en charge la LMC dans votre région. Et sans plus attendre, nous allons donner la parole à Ama, qui va aborder le premier thème, c'est-à-dire l'anticipation et la gestion des effets secondaires aigus de la toxicité ITK. Je crois que vous avez un premier cas à nous présenter, Ama, n'est-ce pas? Merci beaucoup de vos aimables paroles, Amanda. Bonjour à tous. Alors, on pourrait peut-être arrêter de partager cet écran pour que je puisse, moi, partager le mien. Est-ce que vous voyez mon écran? Voilà, nous les voyons, aucun problème. C'est un plaisir d'être là. Je viens du Ghana, en Afrique de l'Ouest. Voilà pour la carte. Nous avons 16 régions politiques et le département d'hématologie se trouve dans le plus gros hôpital de la région. Nous avons 6 consultants, 5 spécialistes et nous avons également des résidents en formation. Nous avons 15 à 20 nouveaux cas de LMC par an et l'âge moyen de diagnostic est de 40 ans. L'utilisation des ITK dans le traitement de la LMC a permis de modifier le discours sur les personnes atteintes de cette maladie, la qualité de vie et la survie des personnes qui vivent avec la LMC ont grandement bénéficié de ces inhibiteurs. Mais en dépit de ces progrès, le rôle et la pertinence des effets secondaires ne peuvent pas être ignorés. Chaque personne va avoir une réaction différente aux médicaments. Fort heureusement, tout le monde ne fait pas l'expérience des effets secondaires, mais dans certains cas, ces effets se font sentir plus tard dans la prise en charge et certains effets aigus de l'ITK incluent la nausée, le vomissement, la diarrhée, les douleurs musculaires, la cytopénie, la fatigue, certaines réactions, éruptions cutanées. Et dans notre centre, l'un des effets communs que nous constatons est lié aux douleurs musculaires, aux crampes, aux cytopénies, à l'hypopigmentation, à la nausée, au vomissement et aux douleurs épigastriques. Donc, la prise en charge de ces effets secondaires est essentielle pour qu'il y ait une bonne adhésion au traitement et pour maximiser la qualité de vie du patient.
Dans notre centre, le conseil et le diagnostic sont fondamentaux pour que l'on puisse bien prendre en charge le patient. Il faut éduquer le patient et il faut absolument faire en sorte d'arrêter les effets secondaires de l'ITK. Parfois, s'il y a certains signes préoccupants, il faut absolument interrompre immédiatement l'introduction de l'ITK. Donc, il faut absolument que nous puissions voir les patients. Nous avons mis en place à cet effet une ligne d'appel téléphonique. Nous voyons les nouveaux patients 2 semaines après le début du traitement pour voir comment ils réagissent et voir si nous devons renforcer le traitement ou pas. Donc, il y a des difficultés, comme je le disais, l'adhésion au traitement lorsqu'il y a des effets secondaires. Il y a également l'anxiété, surtout lorsque on est en période d'effets secondaires. Et il est très important que nous puissions leur apporter conseil et que nous puissions voir comment adapter le traitement. Et ce n'est pas toujours simple. Tous les effets secondaires ne disparaîtront pas. Dans certains cas, il faut vivre avec, mais ce qui est important, c'est de les minimiser. Et là encore, c'est un défi à relever. Alors voyons le premier cas. Nous avons Monsieur OA, un homme de 44 ans qui nous a été envoyé par notre centre en mai 2023. Il avait un historique de diarrhée avec une hyperleucocytose. Alors, on a pensé que c'était un événement parallèle, mais on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un panorama de leucoérythroblastique avec un spectre complet de précurseurs myélides. Ici, nous avons le comptage complet avec l'hémoglobine à 11,8, comme vous le voyez. Nous avons le comptage des globules blancs, 241. Donc, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de globules blancs. Le PCR nous a donné un résultat pour la mutation du gène important. Donc, nous avons lancé le traitement avec l'imatinib à une dose de 400 mg. Mais Monsieur OA a commencé à avoir des palpitations, de l'agitation, des nausées et une sensation inhabituelle de chaleur et d'étourdissement après la prise du médicament. Et c'est pourquoi nous avons interrompu le traitement pendant 5 jours. Après un électrocardiogramme et un échocardiogramme normal, nous avons pu reprendre le traitement à une dose de 200 mg. Et puis ensuite, nous sommes passés à 300 mg au bout de 3 jours. Voilà. Ama, est-ce que je pourrais faire une petite pause ici pour voir si l'on peut faire intervenir Valentin? Valentin, est-ce que vous avez des questions à mentionner ou est-ce que vous auriez peut-être fait quelque chose différemment dans ce cas-ci? Non, pas vraiment. Jusqu'à présent, elle décrit la manière dont nous traitons, nous aussi, ce genre de patients. La seule question que j'ai est la suivante. Au niveau du temps, pour un patient qui souffre jusqu'à son diagnostic de LMC, je crois qu'il est assez fréquent de voir des patients assez tôt, parce qu'il est assez fréquent dans nos pays d'avoir une prise de sang qui est faite chaque année. Alors, vous avez dit que la cytopénie est un problème assez fréquent et on sait que cela se produit plus fréquemment lorsque les patients sont diagnostiqués à un stade plus précoce de la maladie. Alors,
Dans la population que vous voyez, ce sont des jeunes. Est-il assez fréquent de voir un taux élevé de leucocytes ou un retard de diagnostic dans certains cas? Malheureusement, oui. Mais je dois dire qu'au cours des années, on a vu moins de ces cas qui sont diagnostiqués tardivement. Mais malheureusement, oui, on voit toujours des patients qui arrivent assez tardivement chez nous, donc ils sont chroniques et on les diagnostique tardivement. Et les contrôles sont difficiles parce qu'on a tendance à aller chez le médecin quand on est malade. Et donc, une fois ou deux fois par an, on a des gens qui viennent pour autre chose et c'est à ce moment-là qu'on les diagnostique. Donc, on essaie d'y travailler pour essayer de détecter certains de ces cas plus tôt. Mais il est vrai que les choses se sont améliorées au cours des dernières années. Très bien. Alors, dans le cas spécifique de ce patient, on voit que la réponse est optimale après 3 mois de traitement avec une augmentation de la dose et on voit une réponse assez optimale. Mais combien de temps faut-il pour arriver à ce point-là? Parce qu'il a été diagnostiqué en 2023, vous avez dit. Donc, c'est le résultat après 1 an et demi à peu près. Donc, c'est une assez bonne réponse face au traitement. Oui, c'est assez inhabituel en termes d'effets secondaires. On a dû descendre la dose à 200 milligrammes. Normalement, on n'a pas besoin de le faire. Donc, en termes de réponse hématologique, ceux qui réagissent, ils le font en 6 semaines, 2 mois, ils arrivent à avoir une disparition des symptômes et une bonne réaction. Alors, avec ce patient, même s'ils avaient cette opportunité, on encourage 3 mois, puis 6 mois pour le test de transcrit BCR-ABL. Et pour ceux qui n'ont pas d'effet secondaire, à 6 mois, c'est sûr, ils sont tombés en dessous de 10%. Donc, nous avons de bonnes réponses. Alors, je l'ai dit, on a eu une réponse hématologique malgré la réduction de la dose et l'arrêt du traitement au ITK. On a fait de nouveau un test de transcription BCR-ABL1, c'était tombé à 18,71%, mais la semaine dernière, nous avons réalisé un nouveau test et on voit le transcrit à 0,047%. Donc ça, c'était le premier cas qui mettait en avant certes ce que l'on a constaté pour ce traitement aux ITK et dans certains cas, on voit, vous avez vu les interventions que l'on peut choisir. Voilà, ça c'était le premier cas. Très bien. Nous avons Augustine qui aimerait poser une question. Oui. Pendant combien de temps avez-vous fait le traitement pour arriver à 0,047%? Valentin avait aussi posé cette question qui est maintenant posée aussi dans le chat. Ama, pouvez-vous préciser de combien de temps avez-vous dû attendre pour arriver cette réaction, niveau de réaction à 0,047% à la dose réduite de 300 mg? Alors, ce patient a commencé en mai 2023. Donc, il a fait 1 an et demi de traitement. Oui, c'est ça, 18 mois de traitement. Malheureusement, nous n'avons pas toujours l'opportunité de faire des tests PCR tous les 3 mois. Donc, parfois, il est difficile de voir où on en est du côté des progrès. Mais le dernier test était la semaine dernière
et le patient est venu à ce moment-là et on a vu son taux actuel de BCR-ABL. J'ai une autre question, si vous me le permettez. La question principale avec ce patient, c'était les symptômes de palpitation, donc des symptômes cardiaques. Et vous pensez que cela était lié au traitement médicamenteux parce que lorsque le traitement a été interrompu ou lorsque vous avez réduit la dose, les effets secondaires ont été bien moindres. Il y a eu une amélioration de ce point de vue-là. Oui, c'est vrai, il y a eu une amélioration. Vous savez, chaque individu réagit différemment, à ces médicaments. Donc ça, c'était une réaction que je n'avais jamais vue précédemment. Et bon, nous avons décidé de choisir ce traitement en l'adaptant et nous avons réussi. Mais ça, ce serait un effet indésirable qui serait peut-être plus inquiétant sur un patient qui aurait commencé avec le Longin, par exemple, parce qu'à ce moment-là, il faut se préoccuper des effets indésirables sur le plan cardiovasculaire. Mais là, sur un patient assez jeune, nous pensons que ça peut être pertinent. Mais bon, ce n'est pas aussi fréquent que cela, mais tous les ITK peuvent avoir un effet secondaire, c'est vrai. Donc, il est toujours important de faire un électrocardiogramme pour vérifier que tout va bien, non seulement pour éviter une maladie ischémique, mais également pour éviter une prolongation ou une arrivée de leucémie aiguë. Parce qu'il est vrai que dans certains cas, il peut y avoir une interaction avec le médicament que nous utilisons. Mais c'est assez intéressant parce que ce n'est pas aussi fréquent que cela qu'un patient souffre de palpitations. Il y avait peut-être une anémie qui s'est améliorée aussi après le traitement. C'est pour cette raison qu'il y a eu une amélioration au niveau des effets secondaires. Alors, la question que j'ai pour vous, c'est ce patient est arrivé à une réaction optimale avec cette bonne réponse moléculaire. Est-ce que vous allez continuer le traitement pendant 1 an, 3 ans, 5 ans? Est-ce que vous avez l'intention d'interrompre le traitement? Ça fait partie de votre stratégie? Bon, nous avons eu un démarrage difficile avec ce patient. Donc oui, ce serait un bon candidat pour l'interruption, pour voir ensuite ce que l'on peut faire. Et on pourrait recommencer peut-être avec la dose optimale à 400 mg pour voir comment les choses évoluent. Si le patient peut tolérer cette dose, ou si on arrive à une rémission plus profonde à 300 mg, pourquoi pas. Mais oui, c'est vrai que pour le TFR, ce serait un meilleur patient parce qu'on a eu un démarrage difficile avec ce patient. Très bien. Alors, nous allons passer au deuxième cas maintenant. Je vois que Becky a levé la main pour une question, mais nous aurons une discussion un peu plus large après votre deuxième cas présenté. Becky, gardez votre question en tête et nous allons présenter le deuxième cas du docteur Ama. Ama, pourriez-vous peut-être vous rapprocher un peu du micro pour être sûr que l'on vous entende bien, notamment que vos interprètes puissent bien entendre chaque mot que vous prononcez? Très bien. Alors, présentez votre deuxième cas et ensuite on reviendra à certaines des questions qui sont pertinentes pour le premier et pour le deuxième cas. Merci. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, je peux vous entendre. On verra si ça va. Parler aussi fort que possible. Merci. Très bien, je vais y arriver. Alors, deuxième cas, une femme de 39 ans diagnostiquée en février 2009 avec une numération sanguine à la présentation de 8 grammes par décilitre, GB de 136,5, PLT de 982, 10 à la puissance 9, et le taux initial de BCR-ABL était de 16%.
Elle a commencé avec du Glivec en mai 2009 à une dose de 400 mg et 2 semaines après le démarrage du traitement, la patiente a commencé à se plaindre de faiblesse, de somnolence, de douleurs musculaires et de nausées. La dose de Glivec a été réduite à 300 mg par jour, ce qui a minimisé les symptômes. La patiente a été encouragée à prendre de l'eau tonique pour soulager la myalgie. On a fait un test de sérum calcique et le résultat était normal. La patiente s'est vue également conseiller de bien manger avant de prendre le médicament afin de minimiser les symptômes gastro-intestinaux. En juin 2011, la dose de Glivec a été augmentée à 400 mg. La patiente a continué avec la même dose en se plaignant occasionnellement de crampes musculaires jusqu'en septembre 2009, date à laquelle les symptômes ont disparu. La patiente prend actuellement 400 mg de Glivec par jour et se porte bien. Et le dernier transcrit de BCR qui a été fait il y a un an est de 0,0030%. Et elle revient le mois prochain et on va refaire un test. Mais elle se porte bien, sans difficulté particulière. Merci. Merci, Ama. Alors, une réaction de votre part, Valentin, sur ce cas précis? Ça vous surprend ou pas? Non, ça ne me surprend pas. Ce cas est un cas assez courant que l'on voit dans nos pratiques cliniques. Euh, Ce sont les effets les plus courants que l'on rencontre. Les crampes musculaires, les douleurs musculaires sont assez communes, notamment lorsque l'on traite dès le départ à 400. Dans ce cas d'espèce, il faut voir si euh, on doit vérifier le sérum calcique, s'il y a des problèmes d'opacité. Il est important de gérer cela pour être certain d'avoir une réponse optimale et également pour dire aux patients que ces effets vont s'améliorer avec le temps. Cependant, il est vrai que lorsque l'on a ce genre d'effet secondaire, s'il n'y a pas d'amélioration au fil du temps, ce n'est pas aussi fréquent que cela, mais parfois cela arrive et donc on peut réfléchir, si on en a l'opportunité, à la possibilité de passer à un autre ITK, un ITK qui aura peut-être moins de cet effet secondaire spécifique. Mais si l'effet secondaire perdure et que l'on n'a pas une réponse optimale après 5 ou 6 ans, ce que l'on peut envisager aussi, c'est de réduire la dose parce qu'on veut améliorer à ce moment-là la qualité de vie du patient et maintenir la bonne réponse. Mais vous nous avez dit que la patiente se porte bien pour l'instant, donc c'est bien. Merci beaucoup. De fait, les questions de crampes musculaires peuvent poser problème. Il peut y avoir différents types de douleurs, le dos, le cou, des crampes musculaires générales. Et c'est dur, c'est difficile. Et c'est pourquoi j'ai choisi cela, parce que cela apporte des résultats parfois, mais pas systématiquement. Oui, ça peut être un effet secondaire qui se pose pendant un mois ou 3 mois. Dans certains cas, ça ne pose pas de problème, mais parfois, lorsque le traitement est fait sur une longue durée et que les effets secondaires se font sentir sur la durée, ça peut poser problème parce que cela a un impact sur la qualité de vie. Donc, il est très important que nous puissions prendre en charge le patient de la meilleure façon possible. Nous voulons traiter le patient, certes, mais lui offrir également la meilleure qualité de vie possible. Et donc, une prise en charge optimale exige de prendre des décisions. Comme je l'ai dit, c'est peut-être une des raisons qui nous continuera à
à apporter certaines modifications précisément pour améliorer la qualité de vie. Il y a une question dans le chat de Avam. La thrombocytopénie est-elle fréquente dans votre population? Et est-ce que l'ajustement des doses permet de résoudre le problème ou est-ce que cela permet d'équilibrer la réponse à la prise en charge? La thrombocytopénie n'est pas très prévalente. Sur 10 patients, peut-être que 4 à 5 souffriront de ce problème. Surtout au bout de 2 mois de traitement, c'est là que l'on commence à voir les problèmes. Et effectivement, il s'agit toujours de trouver un équilibre, réduire les doses, voir si ça s'améliore, réduire à nouveau les doses. Parfois, avec une augmentation, on se rend compte qu'il y a également une stabilisation, donc on diminue à nouveau la dose à 300 mg. Mais ce qui est clair, c'est qu'il est important de faire le BCR pour savoir à quel moment il rentre en rémission. Et ce que je peux dire, c'est que jusqu'à présent, 0,1% ont obtenu de bons résultats, mais vraiment c'est difficile hein, de trouver le bon équilibre. Merci Ama. Nous avons Fatou qui a une question à poser. Branchez votre micro et posez votre question. Thank you very much. May I Merci. speak in French, please? In French? Oui, vous pouvez parler en français. D'accord. Merci beaucoup pour la belle présentation. Je peux dire qu'ici au Sénégal, on a exactement les mêmes effets secondaires, en sachant que, en général, ce qui nous aide, c'est de changer la manière de prendre les doses des ITK. C'est-à-dire, au lieu de le prendre à jeun avec un grand verre d'eau, beaucoup de patients ne supportent pas. Et on est arrivé des fois à leur demander de prendre cela au milieu du repas ou à distance, après avoir bien mangé. Et c'est comme ça qu'on est parvenu à changer la mode de prise pour éviter les effets secondaires qui peuvent être digestifs, qui peuvent entraîner des nausées, des vomissements, etc. C'est pour ça que je voulais intervenir pour dire qu'on peut essayer quand même de prendre les médicaments, le Glivec par exemple, à distance des repas. C'est-à-dire on mange d'abord et puis après on prend. Maintenant, ma deuxième contribution, c'était par rapport au premier cas que nous venons d'entendre. Pour le premier cas, il nous est arrivé également de changer carrément d'ITK. Et cela nous a permis d'avoir moins d'effets secondaires. On est passé, par exemple, du Glivec au Spricel et les malades ont pu supporter le Spricel parce qu'il y a moins d'effets secondaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fatou. Il faut indiquer à Amanda qu'elle doit se connecter sur le canal anglais. Moi, j'ai bien entendu la question. On vous entend parfaitement, Ama. Est-ce que vous pouvez peut-être résumer la question qui a été posée, puisque moi, je n'ai pas procédé comme il se doit. I can try to speak English if Je you vais want. essayer de parler en anglais si vous le souhaitez. Oui. La première prise de parole était en réalité un commentaire, c'est-à-dire bien manger avant de prendre l'ITK pour diminuer les effets secondaires. Donc, ne prendre le médicament qu'après les repas. Et ça, c'est un bon conseil. Je crois que j'en ai rapidement parlé.
C'est vrai que dans certains cas, on demande aux patients d'attendre 1 heure ou 2 après les repas avant de prendre leurs médicaments. Donc, il faut quand même laisser une petite pause. Nous encourageons nos patients à prendre leur repas et attendre 1 heure ou 2 avant. Et puis, il y a un commentaire sur le premier cas. Je crois qu'ils ont eu un cas semblable et ils ont modifié la substance avec la saténine et ils se sont rendus compte qu'il y avait une meilleure tolérance. Voilà ce que j'ai compris. Donc, bien manger et puis modifier la molécule. Merci beaucoup. Ça, c'est quelque chose qui est assez important et dont on peut discuter avec les patients, surtout lorsqu'il y a des effets secondaires gastro-intestinaux. Un bon conseil est effectivement de bien manger avant. Et ce qui fonctionne également dans certains cas, c'est de conseiller aux patients de prendre le médicament au coucher. S'ils dorment pendant l'effet aigu des effets secondaires, ça sera plus simple. C'est un traitement récurrent, donc il faut essayer plusieurs stratégies possibles en fonction des patients pour améliorer leur qualité de vie. Ça sera toujours le conseil que nous donnerons, améliorer la qualité de vie. Merci beaucoup, Valentin. Alors, nous avons une question de Becky, je crois. Allez-y, c'est le moment. Et je me demande également si John Antonio souhaite prendre la parole. Est-ce que vous avez une question ou une réponse à apporter au cas de Ama? Un commentaire d'ordre général. Je me rends compte que les patients sont jeunes et ils ont rencontré des difficultés au cours des 2 premières semaines. Alors peut-être qu'il faudrait commencer avec 200 mg et ne passer qu'à 300 mg au bout de 3-4 jours et ne parvenir à la dose idéale de 400 mg qu'au bout de 2 semaines. Et je crois que ainsi, on arrive parfois à diminuer les effets secondaires. Et j'ai une question à poser à Ama. Votre dernier patient avec les crampes musculaires, vous avez mentionné 300 mg et vous avez dit qu'il y avait eu une amélioration, mais vous avez décidé de repasser à 400 mg et vous appelez ça la dose idéale. Mais à 300 mg, elle se portait bien. Alors, comme Valentin l'a suggéré, je pense qu'il faut adapter la dose au patient, à sa capacité et à sa réponse. Si le patient répond positivement à 300 mg, s'il y a une diminution du nombre de crampes musculaires, eh bien, mon expérience me dit que c'est la bonne dose. Et à ce moment-là, il serait convenable de rester à 300 mg. Parce que vous savez, la dose idéale d'ITK, c'est très discutable, hein. Et c'est vrai pour bien des médicaments. Donc, si la réponse est positive à 300, eh bien, restons-en à 300. En tout cas, c'est ce que me dit mon expérience. Naturellement, l'expérience des uns et des autres varie. On peut utiliser de l'eau tonique, effectivement, mais moi, je n'ai jamais trouvé que c'était très utile
Mais votre patiente a très rapidement mentionné une diminution du nombre de crampes. Donc, il faut en prendre compte. Et c'est pourquoi, comme vous l'avez très justement dit, chaque patient est unique. Et notre travail consiste à adapter les doses en fonction de la réponse des patients. Donc voilà, ça c'est un commentaire d'ordre général. Merci beaucoup. Oui, effectivement, c'est une des rares chanceuses. Effectivement, elle a réussi à se débarrasser de ses effets secondaires. Oui, il y a une dose d'ITK qui fonctionne bien. J'ai travaillé pendant une vingtaine d'années avec Michele Baccarat et c'est ainsi que nous procédions également. Donner 400 mg d'imatinib d'un coup ou donner l'automnide ou d'autres peut avoir un impact négatif sur le patient, surtout si les patients sont jeunes. Clairement et de façon très significative, ces doses ont un effet moins positif chez les jeunes. Et puis, il faut également établir une distinction entre les patientes femmes et les patients hommes. Merci beaucoup. Nous avons une question de Becky. Merci beaucoup, Dr. Rama, de cette présentation des cas. Ma question est la suivante. Est-ce que vous avez rencontré des patients qui présentaient une excellente réponse clinique? Des clients qui n'auraient absolument pas d'effets secondaires qui vous conduiraient à vouloir modifier les ITK. Donc, sans arriver à 0,01 au bout de 12 mois. Mais est-ce que vous avez eu des patients qui ne vous conduisent pas à vouloir passer à des médicaments de deuxième génération? Et qu'est-ce que vous feriez dans ce cas-là? Vous savez, pour les plaintes, il faut toujours voir de près de quoi il s'agit, surtout lorsqu'ils sont jeunes, et voir ce qui a été fait dans le passé. Et on essaye alors de voir si le BCR nous donne des informations supplémentaires. Mais lorsqu'il y a des plaintes, je m'interroge, est-ce que le traitement est fait correctement? J'espère que cela peut vous aider. Becky, vous voulez réintervenir? Oui. Ma préoccupation est la suivante. Est-ce que vous êtes très strict pour suivre la réponse moléculaire de manière approfondie, même si vous n'avez pas d'indication de demande de changement et même si l'adhérence au traitement est bonne? Parce que j'ai vu que dans certains cas, il y a adhérence au traitement, mais il n'y a pas de réponse assez bonne, même si les effets cliniques sont positifs. Vous savez, la rémission, c'est le dernier effet qui arrive. On peut avoir toute une série de choses, mais au niveau de la rémission moléculaire, au niveau cytogénétique, les choses ne se passent pas nécessairement correctement. Donc, lorsque cliniquement parlant, le patient se porte bien, c'est bien, mais je dis toujours à mes patients qu'il est important aussi de faire le test de BCR pour voir exactement ce qui se passe. Parce que si l'on attend une réflexion dans la numération sanguine complète, à ce moment-là, ce sera trop tard. Donc, c'est l'approche que je suis. J'aimerais ajouter quelque chose. Vous essayez de voir
à quel moment on est le mieux placé pour changer le traitement. S'il n'y a pas de bonne réponse de la part du patient, il peut y avoir soit une intolérance, soit une résistance. Vous avez dit que vous avez des patients qui tolèrent bien le médicament et maintenant vous voulez vous concentrer sur la résistance au médicament. Il est vrai que nous voulons tous avoir une rémission moléculaire, mais seul un petit pourcentage des patients y arriveront. Donc, il nous faut garantir, dans toute la mesure du possible, que le patient progresse. Et on sait que cela ne va pas se produire si le patient est en dessous d'1%. Il y a une définition bien claire de l'échec. C'est un patient qui reste au-dessus de 1%. Si votre patient, après 12 mois de traitement, avec une réponse moléculaire en dessous de 1%, 0,5 ou 0,6%, et que le patient se porte bien, en termes de tolérabilité, je crois que ce patient a quand même une opportunité de voir des améliorations par la suite. Alors moi, je continuerai le traitement avec l'imatinib et voir ce qui se passe après 2 ou 3 ans. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de sortir du traitement s'il n'y a pas de réponse moléculaire formidable. Vous pouvez suivre de près le patient, notamment si le patient s'en tire bien en termes de tolérabilité. Moi, je garderai le même traitement. Voilà ce que je ferai. Je suis tout à fait d'accord, dit Gian Antonio. Je suis tout à fait d'accord avec Valentine sur ce point. Bien, bien, c'est formidable. Becky? Merci, c'est très clair, merci. Formidable, merci. Alors, voilà, nous devons arrêter la discussion maintenant sur ces 2 cas et nous allons maintenant passer au cas du docteur Ephraim. Merci beaucoup d'avoir préparé ces 2 cas qui ont été très utiles pour notre discussion et merci à tous.